Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Et si ce qui pousse autour de vous était comestible? Et si ce qui pousse autour de vous pouvait faire partie de vos remèdes quotidiens? Aujourd'hui, dans cet épisode, on a le plaisir d'accueillir Caroline Piéton, Surya Veda, qui va nous parler de son amour pour les plantes locales, françaises, et aussi tout ce qu'elle a développé autour de la rencontre avec ces plantes et les remèdes qu'elle crée à partir de ces mélanges. Bienvenue Caroline, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour Julie, bonjour Mathilde, merci à vous pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. Oui, nous aussi, on est ravis Caroline. Donc pardon. Non, vas-y. Eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un peu de qui tu es, de ton chemin? D'accord, donc je m'appelle Caroline Piéton, je suis praticienne en Ayurveda. Je suis basée maintenant dans le Vercors, à 1 heure de Grenoble. Et donc ça fait, je vais vous raconter un petit peu ma rencontre avec l'Ayurveda, c'était il y a 8 ans en fait déjà. Donc avant j'étais dans quelque chose de complètement différent. En fait j'étais juriste et je travaillais dans la coopération européenne et internationale. Donc dans des universités ou associations ou écoles d'ingénieurs. En fait je gérais des projets de coopération et j'étais notamment souvent en déplacement pour créer des partenariats, ce genre de choses. Et puis je me suis retrouvée fonctionnaire, manager d'une équipe, avec des gens qui étaient très déprimés, des personnes qui étaient là depuis longtemps et qui étaient très déprimées. Et puis, à un moment, ça m'a un petit peu affectée et j'ai vraiment eu du mal à trouver trouver ma place et à avoir du sens à ce que je faisais. Et puis, en fait, quand même, au cours d'un de mes déplacements, j'avais rencontré une personne qui s'appelle Pivoine, qui est devenue D'ailleurs, c'est marrant qu'elle s'appelle Pivoine maintenant que j'y pense, parce que c'est vrai que c'est pas commun comme prénom et ce nom de fleur, là. Et donc, j'ai rencontré Pivoine et puis elle m'avait invitée à son anniversaire. Et là, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Amélie, qui est devenue aussi une amie. Et on parlait du yoga, en fait. Et elle me disait, moi, je disais à Amélie, oh, moi, j'ai jamais trop accroché avec le yoga. J'avais l'impression de faire de la gymnastique quand je faisais du yoga. Ça me parlait pas trop. Et elle me dit, va tester ce cours à Coran. Tu verras, c'est très différent du yoga que tu peux suivre habituellement. Et puis, donc, je cherche sur Internet. Je vois effectivement ce cours à Coran. Donc, je contacte l'enseignant et je lui demande si je peux venir. Et il me dit oui. Et là, c'était un lundi soir. J'arrive dans la pièce. Et j'ouvre la porte et il y avait que des peaux de moutons par terre, enfin que des peaux de moutons avec des gens qui avaient des turbans et tout. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là, quoi. À l'époque, j'étais pas du tout dans le yoga, j'étais vraiment dans un autre monde, quoi. Donc je me mets au fond de la salle, il me laisse entrer et puis il me dit, qui c'est qui vous a parlé de ce cours, voilà, comment vous êtes venu là. Et puis je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Et c'était un cours de Kundalini Yoga avec Atma Singh à Coran. Et au bout d'1 heure et demie, à la fin du cours, j'ai senti une paix du mental comme j'avais jamais ressenti. Et du coup, je me suis mis à fond dans le Kundalini Yoga, j'ai arrêté mon travail, tout ça. Et en fait, c'est grâce à Atma Singh qui a une entreprise d'infusion ayurvédique, en fait, que j'ai rencontré l'Ayurveda. Et donc, Narendra Das. Voilà, donc c'était effectivement en 2018. Et puis donc j'ai suivi Narendra Das sur sa formation à Evian, sur une formation qu'il faisait à Lyon aussi sur les plantes. Et puis on a fait une formation de Kundalini Yoga avec Atma Singh ensemble. Et je me rappelle, il avait donc en 2018, il parlait déjà de ce projet de lancer un mentorat. Et du coup, on était en train de camper là, à Clel, on était en semaine d'immersion. Et donc, je lui avais écrit ma lettre de candidature pour ce mentorat là, à l'époque en 2018. Donc, il avait déjà ma lettre. Et c'est comme ça que j'ai intégré le mentorat là, en 2022 et que je poursuis avec lui. Enfin, voilà, j'ai vraiment trouvé mon enseignant en fait. Donc, je poursuis avec lui mes études en
en Ayurveda depuis ce moment-là. Voilà un petit peu mon parcours. Très intéressant. Du Kundalini à l'Ayurveda, de l'Ayurveda au Kundalini, d'un autre monde à un autre monde, et en même temps, tous les mondes coexistent. Oui, c'est vrai, mais maintenant, je me dis que, effectivement, il y a certaines personnes que je côtoyais avant, où je me dis, j'ai l'impression de plus forcément être dans le même monde. Il y a tellement de choses qui ont changé. Voilà, maintenant, d'avoir mon potager, d'avoir mon jardin, d'avoir mes plantes, de faire mes mélanges, d'avoir créé cette entreprise, cette marque, tout a changé. Alors que quand j'avais fait un bilan de compétences en 2018, on m'avait dit, vous êtes fait pour être fonctionnaire, vous avez besoin d'un cadre, jamais vous serez entrepreneuse, quoi. Donc c'est marrant de voir comme on peut changer, et puis en fait comme ça peut se faire par des rencontres, en fait. Pivoine, Amélie, enfin voilà, ça c'est un déménagement, c'est Atma Singh, Narendra Das, et c'est Narendra Das qui m'a lancé dans ces remèdes aussi. Du coup, voilà, j'aime bien, ça m'a permis de faire un bilan, en fait, et je trouve ça hyper chouette de voir comment on en arrive là. Et oui, magnifique. Et du coup, tu nous parles là, de tes mélanges, de tes poudres, de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup ce que tu as créé, depuis combien de temps tu l'as créé, puis peut-être un peu l'histoire du comment et pourquoi c'est né? Ouais. Et ben en fait, Surya Veda, donc quand j'ai quitté mon travail là en 2018, donc j'ai fait cette formation de Kundalini Yoga, et puis j'ai voulu faire un voyage, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande, en Birmanie et à Bali. Et à Bali, j'ai voulu créer une entreprise en fait que j'ai déposée tout de suite auprès de l'INPI. Et le nom qui m'est venu instinctivement, c'était Surya Veda. Donc Surya, ça veut dire le soleil, Veda, la connaissance. Alors je sais pas exactement pourquoi. Après, même si c'est vrai que je suis énormément attirée moi par le soleil, j'ai besoin de beaucoup de lumière, surtout vu ma constitution Vata Kapha. J'ai vraiment besoin de beaucoup de soleil, donc j'ai déposé cette entreprise, et c'était pour faire des jus de légumes ayurvédiques à la base. C'est parti comme ça. Et puis en fait en 2022, donc j'étais enceinte de mon fils là pendant le mentorat, et je relisais mes cours de formation, et en fait je suis tombée sur une partie de cours où Narendra Das nous disait, voilà, on était en train de parler de Grahani, donc tous ces problèmes de malabsorption intestinale, d'hyperperméabilité intestinale, de porosité, etc. Et Narendra Das nous avait donné quelques remèdes comme ça, mais vraiment assez instinctivement comme ça. Et je me suis dit, je vais essayer de les faire pour voir. En plus, à l'époque, j'avais quand même des problèmes de Grahani suite à cette expérience avec Irène Grosjean que j'avais vécue. Donc, du coup, je me suis amusée à faire ces remèdes. Et puis, la prochaine session de mentorat, en fait, j'avais fait des petites boîtes avec des petites étiquettes. Et donc, j'ai présenté ces remèdes à Narendra Das. Et il a été hyper étonné, il m'a félicité, il était vraiment surpris que j'ai fait ça. Et il m'a vraiment encouragée en fait à poursuivre dans cette voie-là, et c'est comme ça que j'ai créé d'autres remèdes. Après, enfin non, pas que j'ai créé, mais en tout cas qui m'a proposé d'autres remèdes à faire. Donc finalement, j'ai eu trois remèdes médicinaux comme ça, le sel du soleil, Bhaskara Lavana Churna, le Ingvashtak Churna qui s'appelle les 8 épices, et Chaturbija qui est les 4 graines. Donc j'ai fait ces remèdes-là, plus une poudre pour les massages. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire d'autres choses, d'autres remèdes, d'autres préparations. Voilà, donc la gamme s'est vraiment développée de plus en plus, et c'est pas fini. On imagine bien que c'est le début. C'est vrai. Bon, ce qui me tenait à cœur aussi, dans mon idée, c'était de pouvoir proposer à mes patients des remèdes vraiment de qualité, en fait. Et c'est vrai que quand on achète des remèdes, et surtout des poudres qui viennent d'Inde, voilà, on ne sait pas forcément la qualité, on ne sait pas depuis quand ça a été réduit en poudre. Et en fait, ce qui est important à savoir, c'est qu'une fois que les épices elles sont réduites en poudre, en fait, elles perdent très rapidement de leur efficacité. Entre 3 et 6 mois, déjà, elles ont perdu entre 30 et 50%. Entre 6 mois et 1 an, elles peuvent perdre jusqu'à 80% de leur efficacité. Donc, on achète ça sur Internet, mais en fait, voilà, on ne sait pas si c'est vraiment efficace. Et puis, et ce qui me tenait à cœur aussi, c'était de pouvoir proposer des remèdes avec des plantes locales. Donc, tout n'est pas local parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas trouver localement et des plantes qui sont intéressantes. Je pense notamment au Ingvashtak Churna, où il y a du ing dedans, de l'asphétide.
que je peux pas trouver ici. Donc là, je me la fournis auprès d'un ami qui s'appelle Kalian Gans, qui est un herboriste qui choisit vraiment de la top qualité. Et voilà, je voulais aussi faire des remèdes avec des plantes locales. C'est pour ça que là récemment, j'ai sorti des infusions avec des plantes que du coin. Voilà. Dont certaines qui viennent du jardin d'ailleurs. Ah, génial de savoir ça. Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai toujours aimé la cuisine et du coup les légumes. Et quand je fais mes remèdes, en fait, je pense beaucoup à ma grand-mère, en fait, parce qu'elle avait un potager et elle était vraiment proche des plantes. Et je pense que cet amour des plantes que j'ai là maintenant, il vient d'elle, enfin, pas d'elle, mais en tout cas, je pense souvent à elle quand je prépare mes remèdes et quand je suis dans le jardin ou que je vois mes plantes pousser, tout ça. Il y a quelque chose de particulier en lien avec ma grand-mère qui s'appelait Jeanne. Voilà. Magnifique transmission. Ouais, c'est marrant. Et puis, voilà, elle vient comme ça naturellement. Je la vois, c'est assez drôle. C'est très beau. Merci de nous partager ça. C'est très touchant de voir aussi dans toute ta démarche, évidemment, tes intentions premières par rapport à ce que tu crées, par rapport à ton propre chemin et ton amour des plantes. Et puis, de voir aussi qu'il y a, finalement, dans ces projets et dans ton projet, il y a aussi d'autres dimensions comme celle de ta grand-mère qui est là, avec un amour aussi particulier, une transmission aussi qui peut se faire de génération en génération et peut-être aussi une dimension de reliance avec la nature, avec une forme de contemplation, une forme de reconnaissance aussi de ce qui nous entoure, de ce qui pousse autour de nous et de la valeur que ça a. Ah, ça c'est sûr, ouais, c'est vrai qu'en faisant pousser mes plantes, je me rends vraiment compte de la valeur que ça a quand on fait pousser de l'aneth et qu'on doit récolter les graines d'aneth, ou quand on fait pousser de la moutarde et qu'on récolte des graines de moutarde. En fait, ça a vraiment changé ma vision des plantes, parce qu'avant, je pouvais vraiment y aller dans les épices et pas me rendre compte, ou même des fois trouver ça cher en fait. Et en fait, quand on les fait pousser, quand on les récolte et que on voit qu'on n'a que ça de graines de moutarde, alors que c'est hyper précieux en fait. Et c'est hyper précieux et il n'y a pas besoin d'utiliser des quantités astronomiques. Et c'est vrai que c'est un cadeau de la nature. C'est vrai que là, moi, j'ai fait pousser de l'hysope dans mon jardin. Elle était toute petite, le plant était tout petit, il est devenu énorme. En fait, il se plaît super bien. Et je voulais récolter là une partie des fleurs. En fait, j'y suis allée, j'étais prête à récolter. J'avais pris mon ciseau, mon petit sachet, tout ça. Et il y avait plein de papillons, il y avait plein d'abeilles. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas les récolter. Je peux pas les récolter. Donc, finalement, j'en ai pris 2-3 pour me faire une infusion. Et puis, j'ai laissé aux animaux, quoi, aux insectes, parce que je me suis dit, en fait, ils se nourrissent de ça, ils se plaisent tellement bien dans mon hysope que voilà, du coup, il n'y aura pas d'infusion à l'hysope cette année. J'adore. C'est super précieux ce que tu dis. Merci. Ça montre à quel point aussi, encore une fois, on est en interaction avec tout le temps et que toi, ce que tu crées donc pour les êtres humains, en fait, ça sert aussi toute la chaîne dans son ensemble et que les insectes qui sont eux aussi en souffrance par rapport à comment on prend soin des jardins aujourd'hui, eh bien, ils ont trouvé un petit îlot de paradis chez toi. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, j'essaie vraiment de leur laisser de la place et puis de mettre d'autres variétés pour voir aussi comment ça pousse et puis de les observer. En fait, je trouve ça passionnant. C'est pareil, j'ai été tombée amoureuse d'un orme là dans le parc de Visil et j'avais récolté parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'orme. Ils ont été sujets à une maladie qui s'appelle la graphose, donc il y a beaucoup d'ormes qui ont disparu. Donc j'avais récolté des petites graines en fait et je les avais toutes fait germer, pousser. J'en avais plein. Il y en a qu'une qui a tenu et on l'a fait avec mon compagnon, on l'a fait grossir. On l'a vraiment observé, on l'a chouchouté.
Là, ça fait 2 ans maintenant et on a un petit orme qui fait 50 cm dans le jardin et on le regarde toujours avec admiration et on est tellement content. Et moi, je suis tellement reliée à cet orme et en gros à sa maman qui est dans le parc parce que voilà, on y a vraiment mis notre cœur pour qu'il puisse être là et puis faire qu'il se sente bien et puis en prendre soin. Et enfin, moi, ça me soutient énormément dans ma vie, dans ma pratique d'être si proche des plantes et de les observer, d'en prendre soin, voilà, comme d'avoir un potager en fait, d'en prendre soin. C'est vraiment un puissant outil, je trouve, de guérison aussi, de transformation et puis de conscience, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on achète des légumes au magasin bio, on dit souvent c'est cher, et puis on se rend pas compte en fait à quel point c'est précieux, à quel point c'est du boulot aussi de les faire pousser, d'en prendre soin, que si la météo elle est pas super, que les légumes vont être impactés, enfin, tout ça, c'est hyper précieux en fait. Et du coup, c'est pareil, maintenant, quand je mange des haricots, je en mange beaucoup moins parce que je sais à quel point ça a été du boulot quoi, de les avoir et que c'est précieux, quoi. Ouais. On avait fait un épisode justement où Julie nous parlait de l'alimentation et tu nous avais donné justement cet exemple des haricots verts où tu étais à un marché, je sais pas si tu te rappelles Julie, où quelqu'un t'avait dit que c'était trop cher et tu lui avais dit, tu t'étais promis que plus jamais tu dirais que les haricots verts c'est cher une fois que tu les avais ramassés, que tu avais pu voir la complexité. Donc oui, c'est l'exemple du haricot vert ou de tout type de plante, ouais, et comment c'est précieux et que la notion de l'argent est bien différente, enfin en tout cas est bien importante quant à la récolte qu'on peut faire derrière, quoi. Et Oui, je rebondis sur ce que tu disais, tu vois, quand tu parles de fait, de comment tu peux prendre soin de tes plantes, du temps que ça demande, à quel point c'est précieux, des récoltes où tu peux penser récupérer beaucoup, puis finalement, tu vois, j'ai cette image des petites, graines de moutarde dont tu nous parles. Par rapport au mélange que tu as fait, on en parlait tout à l'heure dans la préparation du podcast qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent le podcast et qui souhaiteraient, tu vois, prendre de tes mélanges. On parlait tout à l'heure de potentiellement que ce soit des thérapeutes, tu vois, qui se rapprochent de toi pour voir comment ça pourrait être prescrit. Ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, alors donc il y a plusieurs mélanges qui ont été, on va dire que ce sont des mélanges ancestraux en fait, qui étaient vraiment dans les textes anciens de l'Ayurveda. Donc ceux-là, c'est des mélanges que Narendradas a adaptés à nos particularités locales. Notamment, je pense, dans le sel du soleil, il y a 4 sels différents. Et on n'avait pas tous les sels qu'ils avaient à l'époque, donc il a adapté les sels, il a mis du bourgeon de fleur d'oranger, du laurier, du cynorhodon, il a vraiment adapté. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment des mélanges médicinaux un petit peu particuliers qui viennent principalement répondre à des problématiques de Vata et de Kapha. Donc tout ce qui est par exemple gonflement de l'abdomen, constipation, des gaz, des ballonnements, mandagni, donc un feu digestif qui est faible, tout ce qui est problème d'ama en fait aussi, des difficultés à prendre du poids, des hémorroïdes, enfin voilà, il y a c'est assez particulier en fait, c'est des remèdes assez particuliers et c'est vrai que ceux-là, moi je me dis que ce serait plus des remèdes qui devraient être recommandés par des praticiens en Ayurveda parce que on ne sait pas qu'il y a des risques, mais par exemple, pour des personnes qui sont en prakriti pitta ou en vikriti pitta, donc c'est-à-dire qui ont une constitution pitta ou un déséquilibre pitta, ça peut les aggraver un petit peu. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'en fais pas la pub partout et que j'ai plutôt envie que ce soit des mélanges qui soient en herboristerie, par exemple, ou qu'on puisse trouver sur mon site internet, mais qui puissent être plutôt recommandés par des praticiens. Et puis après, en fait, j'ai voulu m'amuser un peu parce que c'est vrai que ça a été vraiment un jeu, en fait, cette histoire, hein, de créer les boîtes. Tout était un jeu, de faire les couleurs, les boîtes. Je me suis vraiment amusée. Et je me suis dit un jour, oh, je ferais bien des petits mélanges pour la cuisine. Voilà. Et quand je pense à ça, je reçois un message d'une amie qui me dit ah, bah, est-ce que ça te dirait de faire un mélange avec mes algues? Elle a une marque d'algues bio bretonne. Et je me suis dit, mais carrément, je pourrais mettre des algues dans un mélange, ça irait super bien dans un mélange pour Vata et tout ça. Et donc, je me suis penchée sur d'autres formulations, en fait, d'autres churnas. Donc, ce churna, c'est des poudres d'épices, mais qui sont plus destinées là, à mettre dans la cuisine.
Et donc, j'ai notamment un mélange pour Vata avec des algues. Et bon, il a un peu été modifié parce qu'au début, je voulais faire que des épices avec des algues. Et finalement, je trouvais que les épices, ils prenaient trop le dessus sur les algues et qu'on sentait plus trop les algues. Donc, mon mélange pour Vata avec les algues, c'est plutôt une sorte de gomasio aussi où j'ai rajouté quelques plantes locales, de l'aneth. J'ai mis un peu de carvi aussi, mais ça reste des plantes locales. Et du coup, ça, c'est vraiment des mélanges qui peuvent s'utiliser un petit peu plus largement, on va dire. J'ai donné des grandes idées, mais que les personnes peuvent acheter plus facilement par elles-mêmes. Et puis, je voulais m'amuser encore, donc j'ai fait aussi un chai et un mélange de lait d'or voilà, pour le fun. C'est génial. Je crois que c'est super important ce que tu dis de garder cette notion du jeu dans ce qu'on crée. Bah oui, c'est vrai que moi, je me suis dit, je sais pas du tout l'ampleur que ça va prendre, mais je me suis amusée en fait. Et c'est vrai que c'était vraiment marrant parce que quand j'ai fait ça, et j'ai l'impression de faire un peu de la cuisine et de faire des tests, voilà, ça me plaît pas, là je sens qu'il manque quelque chose. Ça s'est fait assez intuitivement en fait, sans être dans quelque chose de très mental. Et puis je me suis dit, il faudrait des petites boîtes comme ça on pourrait le mettre dans le sac à main, l'avoir un peu partout. Je voyais vraiment l'étiquette, donc j'ai demandé à un ami graphiste de me faire l'étiquette comme je voulais. La couleur, je voyais vraiment la couleur, donc il me proposait, non, je dis pas, c'est pas cette couleur que je veux, c'est celle-ci. Donc je me suis vraiment éclatée et en fait, et c'est vrai que voilà, bon, ça m'est arrivé des fois de rêver que j'allais avoir un entrepôt avec des salariés, tout ça. Mais en fait, là, enfin, c'est moi qui m'amuse. Je colle les étiquettes, enfin, c'est moi qui fais tout, quoi. Donc, je moue mes épices, je prépare mes petits colis, voilà, je m'amuse. Voilà. Après, je ferai pas ça tout le temps, je pense, parce que j'aime bien aussi les autres pans de mon activité, mais, euh, mais c'est vraiment chouette. Je m'amuse vraiment. C'est très beau. C'est très inspirant aussi. Merci de nous partager tout ça. Voilà, ça montre aussi qu'à certains moments, l'extérieur peut nous prédestiner à autre chose, alors qu'intérieurement, il se présente d'autres opportunités et que finalement, en gardant le lien avec soi et avec le jeu et avec en fait quelque part ce qui est naturellement et ce qui se fait naturellement, on revient à quelque chose qui a toujours été présent à l'intérieur de nous. J'imagine que ton amour des plantes d'aujourd'hui, de la cuisine, il est tout à fait spontané et naturel. Oui, c'est vrai que quand j'y pense, c'était vraiment bon, la cuisine, ça a toujours été une passion et j'ai toujours eu un peu un rapport particulier avec l'alimentation, pas toujours facile d'ailleurs, mais il y a toujours eu ce lien. Et c'est vrai que quand j'ai des souvenirs, j'allais toujours chez ma grand-mère, j'adorais quand on allait dans le jardin, j'adorais ce qu'elle me faisait à manger, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et après, c'est vrai que voilà, j'ai eu une éducation où il fallait faire un bac S, faire des études, des grandes études, et j'ai été complètement déconnectée en fait, vraiment complètement déconnectée de moi-même, et j'en ai vraiment souffert énormément en fait. J'étais complètement perdue et finalement je me dis je suis partie loin, mais ça a mis vraiment du temps en fait, du temps et des rencontres, mais pour trouver vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est vrai que à un moment j'ai été vraiment un peu pas désespérée, mais j'y croyais plus trop parce que voilà, je trouvais que ça avait pas de sens ce que je faisais. Et puis en même temps, on est tellement dans un moule, c'est dur de tout quitter. Quand voilà, tu es fonctionnaire, enfin, il y a aussi un confort. Et je le voyais d'ailleurs là où je travaillais, c'est que j'ai travaillé avec des personnes qui étaient là, qui étaient fonctionnaires et qui, du coup, elles étaient complètement déprimées, mais elles étaient tellement enfermées dans ce truc de fonctionnariat, d'avoir un salaire qui arrivait tous les mois, voilà, alors qu'elles rêvaient de s'occuper d'animaux, d'avoir une bibliothèque, de choses comme ça, en fait. Et ça demande aussi un certain courage en fait, de tout laisser tomber et de faire le vide. Moi, ce qui m'a aidé, c'est en fait, de faire le vide pour permettre qu'il y a d'autres choses qui prennent place, en fait, et que bah, voilà, d'avoir une maison, de me retrouver dans le jardin, en fait. Et c'est venu vraiment tout doucement au fur et à mesure, quoi, ah ben en fait, j'aime faire ça. Là, quand j'avais Paul au début, là, quand mon fils, c'est que c'était vraiment difficile les premiers mois. Le seul truc qui me faisait du bien, c'était d'être dans mon jardin, d'avoir les mains dans la terre et de désherber mon jardin, en fait. Et voilà, c'est vrai que c'est venu comme ça. C'est assez drôle, en fait, que la manière dont ça s'est fait, je ne m'imaginais pas du tout en arriver là. C'est vrai. Ouais, dans ce que tu décris, j'entends que tu as cultivé ta joie finalement, tu vois,
en remettant la main dans la terre, en reprenant le contact, tu vois, avec les plantes, avec la cuisine. C'est là où vraiment ta joie s'est développée, quoi. C'est quand même magnifique que de pouvoir en faire son propre métier, quoi. Oui, oui, bah, c'est vrai que quand je fais de la cuisine, je m'éclate. Et quand là maintenant, je m'amuse dans ce que je fais, je m'éclate. C'est vrai que pour rien au monde, je reprendrai ma vie d'avant. En fait, j'ai une liberté et puis ouais, je m'amuse vraiment. Alors, c'est vrai que c'est du boulot parce qu'en fait, quand tu es auto-entrepreneur aussi, tu bosses tout le temps parce que moi, je voulais prendre des vacances, mais finalement, tu as des consultations, tu as des mélanges à préparer, il faut mettre le site internet. Enfin, voilà, il y a un problème sur le site internet. Donc, tu bosses tout le temps, mais en même temps, je suis tellement passionnée par ce que je fais que je le vis pas comme une galère, quoi. Je m'éclate. Voilà. On partage bien cette passion. Oui, bah oui. On voit bien ce que c'est. Oui, je pense que là, on est enfin, toutes les trois bien passionnées par l'Ayurveda et par voilà, c'est tellement vaste en plus. Voilà, moi j'ai choisi les plantes, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Et dans cet amour des plantes, comment est-ce que tu la cultives au quotidien? Est-ce que tu parles avec tes plantes? Est-ce que tu lis des livres? Comment est-ce que tu approfondis ta connaissance des plantes? Alors en fait, donc déjà moi je vais dans mon jardin tous les jours. Ça c'est vraiment mon rituel et c'est plus comme ça. Donc j'ai fait des élixirs aussi. Bon, je m'amuse aussi un petit peu. Ça c'est vraiment à titre personnel. Narendranath il nous a enseigné l'élaboration des élixirs. Donc j'en fais un. D'ailleurs j'aimerais bien aller faire l'orme là bientôt dans le parc de Visil, qui m'appelle depuis un petit moment. Mais c'est vraiment plus dans la présence des plantes et je fais aussi régulièrement du coup des cueillettes là, surtout en ce moment. Et, euh, et c'est vrai que je lis assez peu les livres finalement. Bon, j'ai eu du fait que j'ai beaucoup tiré sur la corde étant un peu plus jeune, j'ai des gros problèmes de mémoire et de concentration. Du coup, ça me pousse à faire quelque chose de beaucoup plus intuitif en fait et moins dans le mental. Donc c'est plus par l'observation des plantes ou par voilà, la manière dont Narendradas d'ailleurs nous a appris à observer les plantes, à voir dans quel milieu elles poussent, voilà, les couleurs qu'elles ont, la forme des feuilles, voilà, si elles poussent au soleil, à l'ombre, quelle saison elles poussent. C'est plus ça en fait qui va me donner des informations sur les plantes et qui m'aide à faire les mélanges. Et là d'ailleurs dernièrement j'ai sorti parce que ça me tenait vraiment à cœur dans les mélanges que j'ai là, les mélanges médicinaux, en fait, il y a quand même pas mal de plantes qui viennent de l'étranger. Et j'avais vraiment à cœur de proposer des infusions en fait avec des plantes vraiment locales. Donc j'ai créé 3 infusions, Vata, Pitta et Kapha, mais vraiment qu'avec des plantes 100% locales. Et ça s'est fait hyper intuitivement. Enfin, je veux dire, je sais pas exactement. J'ai fait vraiment un peu de tests en fait, mais bon, j'ai quelques connaissances quand même des plantes, mais c'est vrai que je suis plutôt dans quelque chose d'assez intuitif que dans quelque chose de mental. Voilà, je sais pas trop l'expliquer. Ça vient comme ça, assez naturellement, on va dire. Oui, c'est ce qui est naturellement et ce qui se fait naturellement. Voilà, c'est ça. Merci Julie. Est-ce que du coup, il va y avoir des mélanges qu'on va pouvoir retrouver aussi en fonction des saisons? Comme là, tu expliquais que tu es dans tes récoltes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on va pas retrouver l'hiver, qu'on peut retrouver l'été? Comment tu fonctionnes par rapport aux saisons du coup? Dans mes mélanges? Ouais. Donc, effectivement, de toute façon, là en hiver, je ferai pas d'infusion. J'ai vraiment fait là. Donc, dans les infusions que j'ai fait, il y a certaines plantes qui viennent de mon jardin, donc que je récolte, que je fais sécher et que je réduis un petit peu en coupe infusette. Et puis voilà, il y a toujours un. Moi, je fais pas des infusettes en fait. Donc, il y a toujours cette question de densité en fait. Il y a des plantes qui sont plus lourdes que d'autres. Donc, il y a des plantes qui vont avoir tendance à tomber au fond. Donc, il faut bien remélanger quand on fait l'infusion. J'ai pas voulu faire des petites infusettes, etc. Donc la proportion, elle est pas carrée. Mais donc il y a des plantes qui viennent de mon jardin. Il y a aussi certaines plantes que j'arrive pas aussi à trouver en assez grande quantité. Donc que je me fournis auprès d'un fournisseur bio français qui propose vraiment des produits de qualité. Et après, du coup, c'est vrai que les infusions, ce sera surtout en été, mais j'aurai pas de remède que je pourrais faire en hiver. Après, bon, voilà, il y aura l'infusion Kapha qui aura été faite en été, qui pourrait être utilisée
en hiver. Et voilà, c'est vrai que même les mélanges, du coup, vu que les saisons sont quand même associées à des doshas, voilà, donc on peut varier les mélanges en fonction des saisons comme ça. Oui, Génial. d'où effectivement ce que tu disais tout à l'heure, la pertinence de passer aussi par un praticien pour pouvoir utiliser de manière optimale tes remèdes et tes mélanges. Oui, c'est vrai que tout seul, c'est pas toujours évident de savoir quel déséquilibre on a et on peut vraiment se tromper. Après, on prend pas beaucoup de risques sur des infusions. Enfin, ça va dépendre de la sensibilité de la personne quand même. Mais c'est vrai que c'est préférable de faire une consultation en Ayurveda déjà pour savoir vraiment quel est votre terrain, quel est votre déséquilibre et vraiment trouver le remède qui est adapté, à la personne et à sa problématique. Oui, et donc ça me donne envie de rebondir là-dessus par rapport à l'épisode qu'on a fait avec du coup Kalyan Gans sur justement l'utilisation des plantes en Ayurveda. Et là aussi, on avait pointé du doigt la nécessité de reconnaître la valeur de ces remèdes parce qu'aujourd'hui, tous ces remèdes en fait sont disponibles dans le commerce de manière très facile. Et du coup, on a tendance à les acheter parce qu'on dit ah ça a l'air bien, ça a l'air bien, sans avoir une réelle conscience en fait de ce que ça représente en termes de préparation, en termes de mélange, enfin de connaissances en fait tout simplement par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Et encore une fois, c'est important de regarder la valeur de chacun de ces remèdes qu'on trouve dans les commerces et que ce ne sont pas toujours voilà comment dire, des remèdes de bien-être et que chaque plante en fait a un réel effet sur nos physiologies et que chaque mélange a un effet sur nos physiologies et que il est préférable effectivement d'avoir une forme de connaissance quand on choisit une infusion, quand on choisit un mélange de churna, donc de poudre, pour les utiliser au quotidien, pour vraiment en fait respecter aussi cet aspect sacré et la valeur des plantes, des plantes qui poussent, du temps qu'elles mettent pour pousser, du temps que les personnes donnent aussi pour s'occuper d'elles, pour être en lien avec elles, pour en prendre soin. Et tout ça, ça a aussi besoin, je crois, aujourd'hui d'être regardé autrement pour que ce soit encore plus honoré lorsque on accède à ces remèdes et à toutes ces créations qui sont vivantes. C'est vrai que vu qu'on a accès à tout tellement facilement maintenant qu'on trouve tous les remèdes sur Internet et puis on est complètement déconnecté en fait des plantes enfin pas complètement tous, mais il y a beaucoup de personnes quand même qui sont déconnectées de la nature et de faire pousser des plantes, de se rendre compte de ce que c'est. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte de la préciosité de tout ça. Et moi, ça m'embêterait qu'on achète mes boîtes et puis que finalement on la laisse de côté et qu'on l'utilise pas parce que, enfin, c'est vraiment un trésor de la nature. Et puis ça m'a mis du temps aussi, ça a mis du temps pour les plantes d'en arriver là ça serait un peu dommage. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu de la conscience aussi qui soit mise autour de ça et que c'est vrai que ma vocation c'est pas qu'on puisse les trouver en magasin bio ou que tout le monde puisse s'en acheter comme ça et j'aimerais vraiment qu'effectivement on en prenne soin. Oui, que ce soit pas au service de la consommation, mais au service de la vie, quoi, au service de l'humain, au Ouais. service de la biodiversité. Enfin voilà, moi j'ai cette image vraiment quand tu parles là tout à l'heure avec les papillons, les abeilles, où du coup tu pas osé prendre les fleurs. En fait, si on a des poudres chez nous, l'idée c'est aussi de respecter ça. C'est que si on les prend de manière à visée thérapeutique, on respecte aussi et on n'est pas là à le prendre juste parce que ça fait bien et parce qu'on a des plantes ayurvédiques dans notre cuisine, quoi. Ouais, exactement. Et donc par rapport à ça, est-ce que si demain des praticiens t'appellent pour justement connaître un peu plus sur tes remèdes, est-ce que tu proposes, est-ce que tu prendrais le temps de leur expliquer? Est-ce que tu fais une petite formation pour justement vraiment expliquer chacune des formulations, des poudres? Non, j'ai pas fait ça encore, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Par contre, ce que j'ai fait et que j'ai envoyé à plusieurs praticiens en Ayurveda, c'est que j'ai fait des fiches techniques en fait
où je décris vraiment les remèdes avec les ingrédients, leurs vertus, comment les utiliser, quelles sont les précautions d'emploi. Et voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Donc, si quelqu'un me contacte, bien sûr, je répondrai aux questions. Puis après, je peux leur envoyer aussi mes fiches techniques. Et puis, effectivement, je pourrais très bien faire des formations, des petites formations rapides où je décris vraiment en détail les remèdes. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour les 3 remèdes, Invashtak Churna, Bhaskara Lavana Churna et Chachur Bija, qui sont tous les 3 des remèdes qu'on peut utiliser dans les problématiques de Vata et ou de Kapha, et ben, c'est pas toujours évident de savoir lequel utiliser plutôt qu'un autre. Et donc, effectivement, là, ça pourrait être intéressant de donner plus de détails, de donner des clés en fait aux praticiens pour comprendre un peu. Pour vous dire assez rapidement, en fait, c'est que, le Lingvashtak Churna, il a un côté beaucoup plus grahi. En fait, il va avoir beaucoup plus tendance à resserrer, à venir refermer. Donc, il est utilisé, par exemple, pour des personnes qui ont des tendances diarrhée, qui va venir un peu remouler les selles, alors que Bhaskara Lavana Churna, lui, il a plutôt ce mouvement Vata Lunoma, j'arriverai pas à le dire, mais d'aider à remettre les selles dans le bon sens, en fait, donc d'aider à sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui va plutôt venir resserrer, et l'autre qui va aider à sortir. Voilà. Donc, sachant que, ouais. Oui, donc voilà, ton exemple est très bien. Ça montre aussi qu'il y a une forme de technicité dans la connaissance de tes mélanges et qu'effectivement, il est préférable d'être conseillé sur quel Churna choisir par rapport justement à notre déséquilibre et à notre constitution de base, et notamment à cette notion de terrain. Oui, surtout sur ces 3 mélanges-là, je pense que c'est préférable. Après, ils vont aider aussi les autres, mais pour vraiment trouver le remède efficace, il vaudra mieux effectivement passer par un praticien qui va définir votre terrain avec voir vraiment la problématique qu'il y a, et puis trouver le remède adéquat. Ce qui n'est pas trop le cas pour les autres churnas que j'ai fait, là, Vata, Pitta et Kapha, où là on peut plus s'auto recommander, entre guillemets. Oui. Oui, quand on s'y connaît. Oui, quand on s'y connaît, c'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres trésors en cours? Ou est-ce que c'est secret? Non, c'est pas secret. Effectivement, je me suis dit que ça allait pas s'arrêter là. Je pense pas. Là, j'ai vraiment envie de faire des huiles médicinales aussi. Oui, donc super. j'ai déjà mes recettes qui sont prêtes, qui ont été validées que j'ai fait valider par Narendranas aussi. Et du coup, il me reste, il faut simplement que je trouve le temps de le faire, parce que ça prend énormément de temps de faire des huiles médicinales. Surtout que là, mon idée, c'est aussi de faire des huiles qu'avec des plantes locales. Donc, il faut que j'aille les récolter, il faut que je fasse mes découpes. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de travail, mais ça sera certainement les prochains produits qui vont sortir. Je me suis aussi amusée à faire des vati. Donc, c'est ce que fait Kalyan Gans. D'ailleurs, il n'aime pas que je dise ça, mais ça s'appelle des petites boulettes, là, des petites boulettes d'Ipan Pachan, donc apéritives et digestives. Donc là, j'en ai fait avec de la ritaki que je lui avais acheté. Et j'aimerais bien en faire aussi avec des plantes, des plantes locales. Donc là, c'est les prochains projets. Je me suis quand même dit que j'allais me faire une petite pause, parce que ça a été quand même bien intense. On dirait pas comme ça, mais en fait, ça fait des mois et des mois que je travaille sur ce projet, sur la sortie de ces mélanges. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une petite pause pour vraiment reprendre un peu les consultations, les cures, d'autres projets, et que voilà, d'ici quelques mois, ça allait sortir. Ces remèdes-là, ces nouveaux produits allaient sortir. Mais je suis pas pressée. Je prends mon temps. Super. Oui, tu as bien raison. Merci de dire ça aussi, parce que c'est vrai que quand tu as ce feu de la passion, tu as tendance à dire « Ah, vas-y, je fais tout, je suis lancée, j'y vais. » Et puis, en fait, tu te laisses totalement dépasser. Et effectivement, il y a d'autres choses qui sont aussi présentes et qui peuvent passer un peu à la trappe, alors que, encore une fois, chaque processus de création est aussi un cycle. Et moi, je trouve ça beau de se rappeler que de laisser le temps d'un projet à un autre de se mettre en œuvre dans la matière, c'est aussi prendre le temps de célébrer ce qu'on a déjà créé, ce qui existe déjà, de le faire vivre aussi, de pouvoir
le diffuser et petit à petit laisser la place après à la suite des créations. Oui, c'est tout à fait ce que tu dis. Tu vois, j'ai vraiment ressenti ce moment où j'étais vraiment dans la création, dans la matérialisation. Et puis après, là, récemment, la semaine dernière, en fait, j'ai dit à mon compagnon, oh, ça y est, je crois que j'ai soufflé, j'ai posé le truc, c'est fait. Et je vais pouvoir enfin me détendre un petit peu. Il faut que je communique, etc. Mais j'ai senti que cette période-là, j'avais clôturé quelque chose. Et que j'allais enfin pouvoir me poser un peu avant de repartir sur autre chose. Mais là, je ressens ce besoin de laisser un peu les choses se faire et de simplement faire les boîtes et les mettre dans les colis si j'ai quelques ventes. Mais j'ai ressenti ça et que c'était plus le moment là de créer tout de suite maintenant. Ouais. Enfin, oui, que tu prennes le temps de digérer tout ce que tu avais mis en place et tout ça. Ouais, quoi. exactement, ouais, de digérer tout ça, effectivement, c'est le bon mot. Ça a été quand même assez intense et j'étais vraiment dans ce feu de l'action là et je suis en digestion. Ouais. Ouais. Et dans la récolte des fruits aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que comme je disais à Mathilde un petit peu avant, en fait, ça a été un peu j'ai beaucoup investi en fait dans les plantes. J'ai acheté des énormes quantités de plantes. J'ai acheté vraiment du matériel, toutes les boîtes en grosse quantité. Enfin, les étiquettes, j'ai énormément investi et en fait, j'ai eu complètement confiance. Ça a été un peu j'aurais pu prendre par 1 kilo, 500 grammes, mais en fait, j'ai tout pris par 5 kilos. Je me suis dit, non, mais ça va le faire, en fait, ça va le faire. Je savais que j'étais assez confiante et je me suis dit, je vais les revendre, mes plantes derrière, ça va marcher, mes remèdes, c'est tellement génial, ça va marcher. Donc, j'avais vraiment la confiance, alors que, honnêtement, c'est vraiment pas un truc qui me caractérise, la confiance habituellement. Donc, c'est assez marrant. Puis même que j'ai pu rêver que j'allais acheter l'entrepôt derrière, où je me suis dit, oh, je sais pas, peut-être que j'aurai un jour un salarié qui me mettra mes petits mélanges dans les boîtes, je sais pas. C'est assez drôle comment enfin pas l'ampleur, mais voilà comment ça peut partir en fait un projet, une petite graine là, comme elle peut grossir, et puis voilà en fait avec de l'amour et puis un peu d'eau et voilà, ça devient quelque chose. Ouais, je fais le lien vraiment avec cette forme de joie, tu vois, quand tu nous parles de tes plantes et tout ce projet, tu vois, à partir du moment où tu as quitté ton ancien travail, comment ça s'est déployé vraiment comme une petite graine et comment du coup tu as pu évoluer et du coup devenir, tu vois, comme avec ton âme d'enfant, t'amuser, jouer, être pleine Ouais, de c'est joie. vraiment ça. C'est vrai que je retrouve vraiment mon âme d'enfant que j'avais, honnêtement, à 14 ans, j'ai complètement perdu, quoi. Moi, j'ai vraiment été au fond du trou, hein. J'ai vraiment eu des périodes très, très difficiles et avec vraiment des fois du désespoir de me dire, mais en fait, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais là? Enfin, je me sens pas utile, je vois pas l'intérêt, en fait. Et du coup, il y a vraiment eu des années très, très difficiles, vraiment, vraiment difficiles et c'est vrai, je suis vraiment hyper contente d'avoir reconnecté avec cette joie-là que j'avais complètement perdue. Et il y a des moments où je croyais que j'arriverais pas à la retrouver. Et j'ai tellement cherché. J'ai été chercher dans la naturopathie, Irène Grosjean. J'ai fait plein d'expériences pour retrouver ça en fait. Et je me dis bon, ça n'a pas été facile. Mais je suis quand même super contente ouais, d'avoir retrouvé cette joie et comme tu dis, cette âme d'enfant et de m'amuser maintenant dans ce que je fais en fait. Ouais. Ouais, c'est comme une deuxième naissance, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais moi je me suis dit, si je mourais maintenant, enfin je suis pas prête à mourir parce que j'ai l'impression que je suis passée encore à côté de trop de C'est trucs. trop bien, quoi. Ouais. Ouais, il y a eu 20 ans là, de ma vie où j'ai tellement été dans le mal que là, non, non, c'est pas possible maintenant. Il me faut encore quelques années là, pour profiter. Donc, Donc voilà, je profite vraiment. Et en fait, je pense aussi que la naissance de mon fils, elle a été assez révélatrice pour moi. Ça m'a vraiment déjà reconnecté à un amour que j'avais jamais vécu, enfin connu. Enfin voilà, c'est un amour inconditionnel. Et en fait, ça m'a aussi, il y a eu énormément de choses qui sont passées à partir de là où j'ai retrouvé vraiment de l'entrain, de la joie. Et ça m'a vraiment aidé aussi à lancer. C'est vrai que ça arrivait, ces remèdes quand j'étais enceinte de Paul. Et tout est. Il y a eu beaucoup de changements. Je ne saurais même pas l'expliquer en fait comme ça, mais ça a été assez transformateur pour moi cette naissance.
d'accompagner ce petit être-là comme je peux. C'est vraiment magnifique. Ouais, très touchant de connaître, enfin moi en tout cas personnellement, je sais pas vous, mais de connaître, tu vois, l'âme qui se cache derrière ces plantes, l'âme qui se cache derrière, tu vois, cette cueillette, toute cette histoire, enfin ça donne, déjà que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de valeur, mais je trouve que ça donne encore plus, de la valeur de savoir que c'est fait avec joie, avec, dans une forme de jeu, enfin voilà, c'est avec tout ce que tu nous partages, c'est ouais, merci en tout cas de ton Avec partage. plaisir. Non, c'est vrai que je le fais vraiment avec le cœur. Quand je récolte mes plantes, je récite un mantra, je fais vraiment, enfin, j'essaie vraiment de faire bien les choses et d'y mettre la conscience. Je suis pas en train de l'écouter la musique à fond enfin voilà, je suis vraiment présente et je le fais vraiment avec amour. Je pense que ça me tient vraiment à cœur. C'est vrai que ça me tient à cœur et en fait de prendre soin des personnes aussi, de prendre soin des plantes, enfin vraiment voilà, de prendre soin. C'est ça qui m'anime aussi beaucoup. Génial. Merci beaucoup pour ton partage, Très, très Caroline. beau. Avec plaisir. Nous, on a une petite question qu'on a l'habitude de poser en fin de podcast et du coup, je trouve que ça fait pas mal le lien avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est la question qu'on pose à la plupart des personnes qu'on interviewe, c'est: quelle est ta plus grande difficulté avec l'Ayurveda? Alors, ma plus grande difficulté, là, j'en ai 2 qui viennent en tête. Je peux en dire 2? Oui, tu as le droit. Alors la première, je dirais que c'est, voilà, comme je viens de le dire, c'est magnifique d'avoir un enfant. Bah, mine de rien, on a quand même beaucoup moins de temps quand on a un enfant et du coup, des fois, j'ai l'impression de manquer de temps pour aller encore plus dans ma passion et travailler encore plus et voilà, m'y plonger encore plus parce que là, le matin, il est réveillé à 6h30. Du coup, des fois, je suis frustrée de ne pas avoir le temps de faire ma pratique ou de ne pas avoir le temps voilà, de faire autant que je voudrais. Mais en même temps, je pense que c'est bien, ça m'équilibre un petit peu parce que sinon, je pourrais être un petit peu extrême. Et l'autre, c'est que, bah, comme je disais, j'ai tellement tiré sur la corde que j'ai des gros problèmes de mémoire et du coup, je retiens malheureusement pas tout ce que j'aimerais retenir. Et là, avec Narendradas, on a tellement un enseignant qui est incroyable que j'aurais envie de boire chaque parole qu'il dit. Et des fois, je suis un peu frustrée de passer à côté de certaines choses. Mais je me dis que voilà, c'est comme ça. Il faut que je trouve d'autres moyens de pratiquer et puis de faire ce que je peux avec les moyens que j'ai maintenant. Voilà. Mes difficultés, ma mémoire et le temps. Le temps, Ouais. en fait. Oui, bah, Merci. c'est déjà le temps. Ouais. Merci beaucoup, Caroline, pour ton partage. Vous trouverez sous l'épisode, du coup, Caroline, on mettra toutes tes informations, hein, tous les liens, ton site internet et comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux et comment tu peux nous partager sur les réseaux aussi un peu toute l'histoire et puis toutes les nouvelles sorties et toutes les potions magiques que tu nous concoctes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation encore et pour cet échange avec vous. Avec grand plaisir. Merci pour tout ton partage et vraiment, je salue aussi ton chemin de résilience et je salue encore une fois cette intelligence et cette force de vie qui nous habite, chacun d'entre nous et qui nous accompagne à certains moments à trouver des ressources insoupçonnées et à nous conduire vers ce qui nous rend vivants. Donc, bravo et on célèbre avec toi tout ce que tu as déjà créé et merci de nous offrir ces trésors. Oh oui, un immense merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très belle semaine. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.